Bonjour à tous. Donc on va pouvoir commencer. Donc bienvenue à ce webinaire sur les 7 astuces pour améliorer la qualité de son netlinking. Donc voilà, c'est la fin de la trilogie des webinaires précédents, à savoir l'architecture, le contenu. Donc là effectivement c'est sur la partie netlinking, donc popularité, les liens qui pointent vers vous, essayer de savoir un peu comment les améliorer, comment comprendre pourquoi quelqu'un fait un lien vers vous. Est-ce que c'est une bonne chose? Ça peut être, on verra, également une mauvaise chose. Comment s'en protéger et comment effectivement aller un peu plus loin pour essayer de développer ça tout en restant naturel et tout en évitant effectivement de se prendre éventuellement une pénalité ou quelque chose de plutôt mauvais qui donnerait de mauvais indicateurs au moteur de recherche. Donc, je me présente, donc moi je suis Sylvain Vidal, je suis responsable AdWords et du pôle formation chez SEO.fr. Donc voilà, moi je suis certifié Analytics, je suis certifié AdWords, je fais des formations sur le SEO, les AdWords et Analytics depuis 4 ou 5 ans maintenant. Et donc voilà, en partenariat avec WheezyShop, je fais de temps en temps des webinaires sur le sujet du SEO. Juste une chose avant de commencer la première astuce, on va rentrer relativement rapidement dans le vif du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas au fur et à mesure à me les poser directement dans le petit clavardage en bas à gauche. Donc bonjour à ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le petit espace en bas à gauche. Donc, chose très importante, avant de commencer, première astuce, bien savoir ce qu'est un lien. Très souvent, quand on a un site internet, on se dit que, oui, naturellement, des gens vont parler de mon site internet. C'est vrai, vous allez pouvoir avoir des liens naturels de gens qui vont se dire, tiens, tel blog ou tel site est intéressant, je pense qu'il sera intéressant d'en faire un article ou de le poster sur les réseaux sociaux. Si vous avez un lien depuis Facebook, c'est quand même un lien. Seulement, on va voir également qu'il y a plusieurs thématiques et plusieurs composantes qui vont déterminer ce qu'est un bon lien ou pas. Première étape, c'est déjà de savoir ce qu'est un lien. Donc il existe déjà plusieurs types de liens. Ceux qu'on utilise le plus souvent, ce sont les liens texte, qui vont donc faire un lien vers votre site internet en expliquant, voilà, là je vais parler du site de SEO.fr, en mettant le lien sur le mot SEO.fr. Ça c'est un lien texte. Donc le texte qui va être utilisé pour mettre l'URL dessus, c'est ce qu'on appelle une encre. C'est le premier point de la slide. L'encre, c'est donc le texte qui va être utilisé pour faire le lien, sur lequel on va poser le lien à l'intérieur du contenu du site internet. Le deuxième grand point, c'est toute la partie do follow, no follow. Quand les moteurs de recherche passent sur votre site internet et n'ont pas d'instructions précises, ils vont estimer que s'il y a un lien, un backlink que vous faites vers quelqu'un, c'est que vous le sponsorisez, c'est que vous estimez que ce site-là est assez pertinent dans sa catégorie ou assez intéressant pour que vous lui envoyiez vos propres visiteurs. Donc faire un lien vers quelqu'un, c'est normalement un processus assez important parce que vous allez donner, et c'est un peu le jeu d'Internet, donner une partie de votre popularité et utiliser une partie de votre du jus de votre site internet pour promouvoir un autre site. Seulement, ce qui s'est passé, c'est que les moteurs de recherche ont donné la possibilité de dire certains liens que je vais faire vers mon site internet, je n'ai pas forcément envie, enfin à partir de mon site internet, pardon, je n'ai pas forcément envie qu'ils transmettent le jus vers un autre site internet. Ça peut être par exemple le lien que vous faites de votre site
vers le site corporate, vers le site de la maison mère, vers une page spéciale pour les mentions légales, vers des éléments comme ça. Si vous considérez que ce ne sont pas forcément des sites ou des pages importantes, vous avez la possibilité de rajouter une encre nofollow dessus, une balise nofollow dessus, pardon, et vous allez dire au moteur de recherche, ce lien-là, le lien vers ce site internet-là, je ne souhaite pas lui transmettre le jus de ma page. Donc ça, c'est très important quand vous allez vous regarder les liens qui pointent vers vous, de regarder si les gens qui vous font un lien ont utilisé cette balise nofollow, parce qu'auquel cas, ça veut dire que ce sont des gens qui ne vous transmettent pas de jus. Pour ça, il y a quelques outils gratuits ou des modules directement sur Firefox, sur Chrome ou sur les principaux navigateurs qui vous permettront de mettre en exergue un peu et en lumière les liens nofollow qui pointent vers une page. Ça peut être soit en barrant le texte, soit en l'écrivant en rouge en fonction des modules, et ça vous permettra de savoir si sur telle page les liens sont en nofollow ou pas. Site-wide, not site-wide. C'est une façon de faire les liens qu'on utilisait beaucoup, la partie site-wide, il y a quelques années. C'est ce qu'on utilisait notamment pour faire ce qu'on appelle les blog rolls. C'est-à-dire la liste des blogs amis. Si vous aviez un blog, vous aviez à droite la liste des blogs amis, un espèce de réseau de blogs que vous aimiez bien et qui était disponible sur toutes les pages. Si vous rajoutez par exemple un lien en bas d'un site internet dans le footer qui va être disponible sur toutes les pages, ce lien devient site-wide, comme son nom l'indique en anglais, donc il passe à travers le site. Ce système-là était bien reconnu par les moteurs il y a quelques années parce qu'il permettait de bien comprendre que le site était important. Aujourd'hui, on évite plutôt de faire du not site-wide. On évite plutôt de faire du site-wide parce qu'on va préférer aujourd'hui moins de liens, mais des liens plus qualitatifs et plus thématiques par rapport au contenu. Ça va être les points suivants qui vont être aujourd'hui beaucoup plus importants, c'est-à-dire la sémantique et la thématique proche. C'est-à-dire qu'on ne va plus aujourd'hui poser un lien en plein milieu d'une page sans l'avoir contextualisé, sans lui avoir donné une sémantique, sans lui avoir donné du contenu autour pour expliquer pourquoi est-ce que je fais ce lien-là. Mettez-vous à la place d'un moteur de recherche. Si j'ai une personne qui fait un lien vers moi en disant voilà, SEO.fr est une agence de référencement naturel qui utilise des techniques d'internet pour parler au moteur de recherche, très bien. Et vous allez avoir un autre site qui fait un autre lien vers moi et mon lien va être ne va pas être dans un contenu et va être casé entre un lien d'épluche légumes et un lien de couche pour bébé. Il n'est absolument pas pertinent, donc on va jouer beaucoup plus sur la thématique. L'autorité du site, c'est très important. Encore une fois, si j'ai que des liens qui pointent vers moi, depuis des sites de mauvaise qualité, Google les moteurs de recherche en général vont se dire s'il n'y a que des liens de mauvaise qualité qui pointent vers ce site-là, c'est peut-être que les sites de bonne qualité ne le reconnaissent pas en tant que site pertinent, donc il n'est pas forcément très intéressant. J'ai une question de Jean-Paul. Qu'en est-il des liens qui pointent à l'intérieur de mon site? Est-ce que je peux utiliser des nofollow? Oui, vous avez effectivement la possibilité d'utiliser des nofollow à l'intérieur de votre site. C'est ce qu'on appelle un peu du PageRank building, c'est-à-dire pour essayer d'envoyer au maximum le jus de votre site internet, ou en tout cas la popularité que vous souhaiteriez, vers les pages les plus intéressantes. Faire attention cependant, le nofollow autrefois effectivement était très intéressant parce qu'il permettait de ne transmettre aucun jus de manière pure et simple vers les pages sur lesquelles vous aviez mis cette balise nofollow. Aujourd'hui c'est un peu plus complexe, les moteurs de recherche sont un peu moins stricts par rapport à ça. Et aujourd'hui, il y a une possibilité que quand même une partie de votre jus soit passe à travers le nofollow ou soit perdue directement à cause du nofollow. Donc faites attention, ne basez pas toute votre stratégie de maillage interne sur des nofollow. Faites un vrai maillage interne pour vos utilisateurs, ce sera quand même beaucoup plus simple. Ensuite, le point TLD. TLD, ce sont les extensions de nom de domaine.
SEO.fr me dit que je suis un site français, francophone. Si je reçois beaucoup de liens depuis des sites chinois, pakistanais, brésiliens, américains, les moteurs de recherche et Google France, le robot Google France, risquent de se poser la question, est-ce que je suis vraiment un site francophone ou est-ce que je suis juste un site pas forcément très thématisé. Donc si vous souhaitez vous placer en France, ce sera d'autant plus difficile. Le placement dans le contenu, je l'ai déjà expliqué, et le nombre de liens sortants. Donc faites attention au nombre de liens sortants. Si vous êtes un parmi 10 000 liens sortants sur une page, vous aurez forcément beaucoup moins de poids. Question de Mario. Quand on dit transmettre du jus, ça veut dire que le jus de la page est perdu au profit d'un site vers qui on pointe. Pas exactement. On estime qu'en fait, il y a une partie de votre jus, du jus de la page, qui est de base dédiée à la transmission vers l'extérieur. Si vous considérez par exemple que vous avez un jus de 10, on peut considérer qu'il y a 1 ou 2 qui seront de base consacrés à la transmission vers l'extérieur. Donc soit vous le faites, et auquel cas vous transmettez le jus qui vous est donné, en tout cas vous avez la possibilité, soit vous ne le faites pas, et auquel cas vous pouvez essayer d'en garder un peu, mais vous ne pourrez pas garder 100% de votre jus. Deuxième astuce, quelques petites règles élémentaires. Donc, tous les liens ne se valent pas. Ça, c'est vraiment une chose qui est très importante. Autrefois, effectivement, il y a 5 ou moins de 10 ans, on pouvait dire un lien est un lien. Aujourd'hui, beaucoup moins. On va être beaucoup plus strict sur la qualité des liens. Donc faites bien attention à ce que je vous ai dit juste avant. Est-ce que le lien me transmet du jus? Est-ce que le lien est bien contextualisé? Est-ce qu'il n'est pas suroptimisé? Ce qu'on va appeler suroptimisé, c'est l'encre. N'utilisez pas tout le temps, voire même pas très souvent, d'encre optimisée, c'est-à-dire avec un texte qui va contenir des mots-clés. Ce qu'on appelle une encre optimisée chez nous, c'est SEO.fr est une agence de référencement naturel. Référencement naturel, ce sont des mots-clés pour nous. Si les moteurs de recherche voient que vous utilisez trop souvent des encres optimisées, ils vont savoir que votre profil de lien n'est pas naturel et qu'à partir de là, vous essayez de jouer avec l'algorithme. Donc si vous voulez garder quelque chose de naturel, utilisez, et ce sera même intéressant pour votre entreprise, des encres désoptimisées, c'est-à-dire qui ne contiennent pas forcément de mots-clés. Ça peut être le nom de votre site, ça peut être votre URL, ça peut être voilà, ça peut être pas mal de choses, ça peut être ce site, voilà, ça peut être des choses comme ça qui vont vous permettre un peu de diluer les encres optimisées que vous auriez pu créer vers votre site. Créer du lien régulièrement, histoire d'avoir toujours une progression naturelle de votre courbe de netlinking. Évitez au maximum de faire des escaliers, c'est-à-dire j'ai actuellement 100 liens, je vais passer à 150 liens, puis il ne va rien se passer pendant 3 semaines, ou 1 mois, ou 2 mois. Puis je vais passer à 200 liens, puis rien pendant 3 semaines, puis 300 liens, puis rien pendant 5 semaines. Ça, c'est des progressions qui ne sont pas du tout naturelles. Essayez, si vous avez la possibilité. Nous, ce qu'on conseille et qui marche relativement bien, si vous avez un peu de temps devant vous, même un lien par jour, c'est suffisant. Il y a des entreprises qui fonctionnent très bien en ne créant qu'un seul lien par jour. Parce que c'est très régulier et parce que ça plaît beaucoup aux moteurs de recherche. N'achetez pas de liens. C'est quelque chose qu'on déconseille absolument parce que les moteurs de recherche vont être très stricts par rapport à l'achat de liens. Et s'ils repèrent que vous avez fait acheter un lien, et croyez-moi, un lien acheté, ça se repère très très vite parce qu'ils ont toujours à peu près la même typologie, on va retrouver souvent les mêmes encres, ça va être toujours acheté au même endroit, peut-être même sur toujours les mêmes réseaux de sites. Vous risquez très très vite une pénalité. Et évitez au maximum le site-wide, comme je le disais juste avant. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pour éviter Google Pingouin. Google Pingouin, c'est le petit nom d'un algorithme de chez Google qui va pénaliser, en termes de positionnement, les sites qui jouent avec l'algorithme au niveau des liens. Si vous avez trop de liens optimisés, si vous avez des liens de mauvaise qualité ou des éléments comme ça, vous avez la possibilité de prendre une pénalité Google Pingouin. Et croyez-moi, vous n'avez pas du tout envie d'en prendre. Avant de commencer à créer ces liens, alors la suroptimisation, juste sur la slide précédente, question d'Alicia. La suroptimisation, les chiffres 80-20, excusez-moi, je ne l'ai pas expliqué. On va considérer, nous, qu'il faut à peu près
80% d'encre désoptimisée, c'est-à-dire avec votre URL ou le nom de votre entreprise, et essayez de garder un maximum de 20% d'encre optimisée, c'est-à-dire avec les mots-clés sur lesquels vous souhaiteriez vous placer. Ça peut paraître beaucoup, mais croyez-nous, il vaut mieux être prudent dans ce cas-là pour éviter la pénalité. Si vous pouvez même rester à 10-15% d'encre optimisée, mais en ne gardant que les très bons sites euh, qui vous feront une encre optimisée, ce sera déjà très très bien. Avant de commencer à créer des liens, faites toujours un audit de vos liens existants. Plusieurs outils sont à votre disposition. Le premier, Google Search Console ou Google Webmaster Tools, dans son ancienne version, vous permet de voir un peu les sites qui pointent déjà vers vous, les sites qui font déjà un lien vers vous. Et ensuite, il y a d'autres outils payants pour la plupart, avec une version gratuite pour essayer, Ahref, Majestic, SEMrush, voilà, je ne vais pas forcément tous les lister. Ils vont tous vous permettre de voir une partie des liens qui pointent déjà vers vous, ce qui vous permettra de savoir où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous avez déjà une progression régulière naturelle, est-ce que vous êtes déjà en site-wide ou pas, est-ce que vous avez déjà beaucoup d'encre optimisée ou pas. Le logiciel WebMeUp. Alors, pour pas vous mentir, ça ne me dit pas grand-chose. Nous, on utilise surtout des solutions en ligne. Et après, c'est vrai que des logiciels dans le SEO, il y en a à peu près des dizaines de milliers. Je connais pas forcément WebMeUp, mais je regarderai à la limite si vous voulez me recontacter par la suite pour me le présenter ou avoir ça une fois que je l'aurai vu et peut-être un peu plus poussé. Peut-être. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a quelques solutions sur le marché qui tiennent la route. Ahref, Majestic, SEMrush, c'est vraiment trois très bons dans le marché en ce moment. Donc si vous avez la possibilité, utilisez un de ces trois. Ensuite, essayez au maximum de différencier les sources. Là, je vous ai listé un tout petit échantillon du type de lien qu'on peut recevoir sur son site. Vous pouvez avoir des liens, je ne vais pas passer sur tous. Au pire, vous aurez de toute façon le replay de la vidéo pour regarder un peu plus tard comment ça se passe, une fois que vous aurez un peu plus de temps. Donc vous pouvez regarder à avoir des liens depuis vos fournisseurs, vos clients, vos partenaires, depuis vos pages Facebook, depuis vos profils sociaux. On a tous un compte LinkedIn ou un compte Viadeo. Est-ce qu'on s'assure d'avoir bien le lien vers notre site internet qui est posé sur ces profils-là? On va pouvoir faire des commentaires sur des sites thématiques, on va pouvoir recevoir des liens depuis des communiqués de presse qu'on va lancer. Essayez au maximum de différencier vos sources de liens et d'essayer de trouver quelque chose qui va vous différencier par rapport à vos concurrents. Pardon. Là, c'est un échantillon de ce qu'il est possible de faire. Attention, tout n'est pas forcément très bon. Les liens en masse, qu'on voit en deuxième colonne, c'est pas forcément très bon. C'est quelque chose qu'il ne faut pas forcément lancer. On ne lance plus comme on aurait pu le lancer il y a quelques dizaines d'années. 300, 500, 1000 liens d'un coup. Mais bon, voilà, sur le principe, je vous les ai listés comme ça, et vous pourrez surtout essayer ce que je veux surtout vous appréhendiez ici, c'est qu'on ne fait pas forcément que des annuaires, ne basez pas votre stratégie que sur des annuaires ou que sur des blogs, que sur des commentaires. Essayez au maximum de différencier, mais surtout de rester thématique. Moi, il y a une bonne astuce pour essayer de rester thématique et de rester cohérent quand on va créer une stratégie de lien, c'est de penser les liens qui pointent vers vous comme un réseau social. Si vous vous dites, je suis sur le Viadeo ou LinkedIn, j'ai 2 personnes qui me contactent. La personne 1 a 150 contacts. En termes de poids de la personne, ça me semble relativement bien. Elle est bien posée dans son secteur d'activité et elle a des liens intéressants. Ils sont tous thématisés dans son métier et ce ne sont à 90% que des comptes actifs de gens qui ont tout ce qu'il faut pour être pertinent ou en tout cas être intéressant. J'ai une deuxième personne qui va me contacter, qui va avoir 345 000 contacts. On les voit tous passer, hein, des gens qui ont des dizaines de milliers de contacts sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément très naturel.
Vous allez vous dire, lui, il passe sa journée à créer des contacts, à demander la moitié du monde connu en contact. C'est pas forcément très intéressant et c'est pas forcément très pertinent. Surtout que ces contacts proviennent de toutes thématiques. Il y a des gens effectivement dans son secteur d'activité, mais peut-être plus par chance qu'autre chose. Et vous allez avoir aussi des plombiers, des couvreurs, des directeurs marketing, des directeurs de la chaîne du froid. Vous allez avoir vraiment tous les métiers. C'est pas forcément très intéressant. Vous allez vous dire cette personne-là, mais c'est pas forcément son activité. On ne va pas forcément pouvoir la décrire très facilement. Et vous allez voir aussi qu'il y a beaucoup de comptes fictifs ou désactivés, parce que forcément, à demander n'importe qui en contact, on ne va pas forcément avoir une très bonne liste derrière. Donc ça va fonctionner de la même façon pour votre netlinking. Si Google voit, et les moteurs de recherche voient deux sites arriver, un avec un nombre de liens relativement sympa, mais surtout qui paraît naturel et qui sont tous thématisés depuis des sites intéressants, il aura beaucoup plus de poids, même s'il a moins de liens, que quelqu'un qui va arriver avec des milliers de liens, toutes thématiques, depuis des sites de très mauvaise qualité ou des sites fictifs qui ont été créés juste pour histoire de lancer un lien. Voilà, essayez de rester un peu dans cette thématique-là. Est-ce que Google détecte les faux retweets ou les faux likes? Sur le principe, difficilement. Après, ce qu'il faut voir, c'est que lui, ça ne l'intéresse pas forcément. C'est-à-dire que les faux retweets ne vont pas forcément créer beaucoup plus de liens, parce que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de Twitter et il faut être connecté. Et les faux likes, ça va fonctionner de la même façon. C'est-à-dire que si je poste quelque chose sur la page de SEO.fr et que j'ai 10 likes ou 2,5 millions de likes, finalement que ça ne fait jamais qu'un seul lien sur la page Facebook de SEO.fr. Je ne vais pas multiplier mon nombre de liens comme ça. Les retweets, ça peut fonctionner un peu, mais ça restera jamais qu'un lien de Twitter. En astuce numéro 6, moi ce que je vous propose, c'est le link earning et le link baiting. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir la possibilité de créer vos propres liens, c'est-à-dire d'aller chercher et de contacter des blogueurs, des annuaires pour leur demander qu'ils fassent un lien vers vous. Ce que je vous conseille, ce que vous pouvez essayer de construire, c'est d'essayer de faire quelque chose qui sera tellement intéressant que les gens naturellement, et les blogueurs naturellement, vont faire un lien vers vous pour parler de votre livre blanc, code, outil info gratuit, concours, études de cas. Voilà. Le but, c'est d'essayer de lancer quelque chose à une communauté qui va derrière créer des réactions, créer ce qu'il faut en termes un peu de buzz, et essayer de faire un effet surtout boule de neige. À partir de là, on va se dire, j'ai un blog qui a parlé de moi, à partir de ce blog-là, j'en ai deux autres qui ont fait un article, j'ai des gens qui ont fait des tweets, j'ai des gens qui ont fait des likes, pour le coup des vrais, en plus on n'a même pas forcément besoin de s'embêter à chercher des faux likes. Ça a permis de me faire connaître par 5 ou 10 autres blogueurs, et comme ça va me créer naturellement beaucoup de liens d'un coup, des liens très qualitatifs, très thématisés, où les blogueurs vont créer un article autour de mon lien, donc ce sera un lien en plus très pertinent, et ça vous permet derrière donc de ne pas forcément vous embêter à chercher vous-même un annuaire qui sera un peu meilleur que les autres, histoire de créer un lien. Donc ça prend un peu de temps au début, de créer un livre blanc, de créer de lancer une étude de cas, de sortir un e-book ou des choses comme ça. Mais si vous arrivez à faire quelque chose d'intéressant, on peut gagner très très vite beaucoup de liens. Au niveau de SEO.fr, nous on l'a fait, on a créé un logiciel pour rechercher, donc dans sa version gratuite, les liens toxiques, c'est-à-dire les liens qui seront vraiment trop peu qualitatifs ou qui sont vraiment de sites trop peu intéressants. Donc on a créé notre petit logiciel comme ça, on l'a donné, donc ça nous a demandé plusieurs semaines de développement, mais on l'a donné à la communauté, on l'a laissé en libre téléchargement sur le site internet pour que les utilisateurs puissent l'utiliser. Ça nous a permis de récolter un nombre très important de blogs, de branding, parce qu'il ne faut pas oublier qu'effectivement on fonctionne aussi au branding, à la popularité en général.
Donc voilà, c'est essayer de penser à cela. Alors, Laura me demande, est-ce que les liens de mauvaise qualité, c'est la même chose que le trafic fantôme? Non. Les liens de mauvaise qualité, moi je vais considérer qu'un lien est de mauvaise qualité si le site sur lequel il est posé est de mauvaise qualité. Si le lien est peut-être posé à un mauvais endroit, c'est-à-dire en plein milieu de 10 000 autres liens, s'il n'est pas contextualisé, c'est-à-dire si j'ai pas de contenu autour ou si j'ai pas ce qu'il faut pour expliquer pourquoi ce lien a une raison d'être, voilà, ça c'est vraiment une chose à part. Le trafic fantôme, je pense que vous pensez plutôt au fake analytics, qui va vous générer des centaines ou milliers de sessions qui n'ont pas lieu d'être pour le coup sur votre Google Analytics. C'est deux choses différentes. Ça va être plutôt généré par des robots euh, qui vont passer sur votre site internet pour essayer de faire un peu leur publicité à travers Google Analytics. C'est d'autres pratiques qui sont un peu moins sympas, mais c'est pas forcément la même problématique derrière. Et donc dernière astuce, une fois que vous avez établi votre stratégie de lien, que vous avez les outils nécessaires pour faire votre audit, et que vous avez donc tout ce qui éventuellement lancé des campagnes de link baiting pour essayer de récupérer naturellement du lien, faites toujours attention et essayez d'utiliser les mêmes outils qui vous permettront d'avoir un peu tout ce qu'il faut, de surveiller ces arrières. Quand je dis surveiller ces arrières, c'est que, on l'a vu tout à l'heure, si vous avez des statistiques qui sont trop visibles par les moteurs de recherche, comme quoi vous jouez entre guillemets avec l'algorithme et essayez de pousser votre site internet alors qu'il n'a pas cette place-là, il y a une pénalité Google Pingouin qui peut arriver. Soit une pénalité Google Pingouin, qui est une pénalité algorithmique finalement automatique, c'est-à-dire que vous dépassez un certain seuil et à partir de là, on considère que la pénalité est actée. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les quality raters, c'est une équipe humaine de gens de chez Google directement qui vont passer sur votre site internet, qui vont regarder les liens qui pointent vers votre site internet et qui pourront vous poser une pénalité manuelle. Donc là, effectivement, également pour les liens, c'est possible de recevoir une pénalité manuelle qui aura à peu près les mêmes conséquences, on ne va pas se mentir, c'est tout aussi embêtant. Mais voilà, c'est pas forcément qu'une question d'algorithme, ça peut être aussi une question d'avis général sur votre netlinking qui ne paraît pas forcément très naturel et très intéressant. Donc ce qu'il faut regarder quand vous serez sur les outils et que vous essaierez de vous dire est-ce que mon profil de lien est normal ou pas, ce qu'il faut regarder c'est les liens en masse ou avec un rythme soit trop fort, trop poussé ou soit un peu erratique. Ça va, vous allez le voir souvent par des systèmes d'escalier, c'est-à-dire, comme je l'expliquais tout à l'heure, j'ai 100 liens, je passe d'un seul coup à 250, puis rien pendant 2 mois, puis je passe d'un seul coup à 500, puis rien pendant 3 mois. Ça, c'est des choses qui se voient très rapidement, ou si vous avez une courbe qui n'est pas forcément très stable, on dira. Une perte de lien importante, ou une perte de lien suite à la création. C'est-à-dire, j'ai d'un seul coup 1000 liens qui vont pointer vers moi, et les 2 semaines d'après, je vais perdre ces 1000 liens. Ça va être quelque chose qui va jouer sur la qualité de votre trafic, sur la qualité de votre netlinking, parce que si d'un seul coup j'ai 1000 liens, ça veut dire, imaginons que j'ai 1000 blogs qui décident de parler de moi d'un seul coup. Sur principe, c'est génial. Mais si je perds ces 1000 liens-là, ça veut dire que les 1000 blogueurs ont décidé en même temps, et une semaine après avoir écrit leur article, de tous l'enlever. C'est plus que suspect. Donc voilà, essayez de garder des liens, mais surtout que vos liens soient toujours présents au long terme. On va toujours perdre des liens. Une courbe de liens, ça évolue tous les jours. Parce que vous allez gagner de nouveaux liens, parce que vous allez perdre des liens, il y a des sites qui ferment, il y a des sites qui enlèvent leurs archives ou quoi que ce soit. Mais voilà, essayez surtout de ne pas avoir de grosses pertes ou de pertes de liens suite à la création, genre une semaine ou deux après la création, ça c'est vraiment très très négatif. C'est un indicateur très négatif pour les moteurs de recherche. Faites attention à avoir pas trop d'encre optimisée,
c'est-à-dire pas trop d'encre avec les mots-clés sur lesquels vous souhaiteriez vous placer. On a vu tout à l'heure que ça pouvait être embêtant. Pas trop d'encre hors activité. Si je fais du référencement naturel, je vais essayer d'avoir des encres optimisées de référencement naturel. Mais si je reçois beaucoup de liens d'un moment sur cafetière, les moteurs de recherche vont se dire, est-ce qu'ils font du référencement naturel ou est-ce qu'ils vendent des cafetières? Et ça peut être embêtant pour votre placement et la qualité de votre champ sémantique pour que les moteurs de recherche savent exactement ce qu'on fait. J'ai une question de Mario. Si on est actif sur un forum avec un lien qu'il soit dofollow ou nofollow dessus, est-ce pertinent de le laisser en signature? Sur le principe, si vous avez un seul forum comme ça, ou si vous avez quelques centaines, voire peut-être même milliers de posts sur ce forum-là, laissez-le. C'est pas forcément très, ce sera pas le meilleur lien que vous puissiez avoir, parce que c'est un lien, ça va être toujours le même, qui sera toujours contextualisé de la même façon, parce que vous aurez toujours le même texte au-dessus et en dessous dans votre signature. Il ne sera pas forcément thématisé par rapport au contexte de la page. Imaginons que ce soit un blog, ce soit un forum de modélisme, je sais rien, vous puissiez être sur un forum de modélisme et dessus vous allez passer une pub dans votre signature pour votre site de vente de matériel informatique, il ne sera pas thématisé par rapport au site ou par rapport au post. Voilà. Sur le principe, c'est pas très grave. Vous avez le droit de faire des liens et vous avez le droit, entre guillemets, d'avoir des liens de mauvaise qualité. On ne va pas forcément demander à ce que vous ayez 100% de liens ultra bien positionnés, ultra contextualisés, depuis des liens de très bonne qualité, depuis des sites avec un PageRank de 9. C'est pas forcément, ce serait même pas forcément naturel. Quand on a un site internet, quand on s'appelle Facebook, on a des liens depuis des sites très forts et on a aussi beaucoup de liens depuis des sites très faibles, des blogueurs qui sont lancés la semaine dernière. Essayez toujours de garder quelque chose de naturel et vous pouvez, oui, avoir des liens depuis des forums, même qui ne sont pas forcément très pertinents, c'est pas très grave. Si ça représente 90% de votre netlinking, posez-vous la question, est-ce que j'ai soit assez de liens qui proviennent de sources pertinentes, ou soit j'ai peut-être trop de liens qui proviennent de sources non pertinentes. Voilà. Posez-vous les questions, est-ce que ça paraît naturel, entre guillemets, d'avoir autant de liens là-dessus? Faites attention, donc tout ce qui est source douteuse. Source douteuse, on va parler soit des sites internet depuis des pays différents du vôtre ou différents de la zone de chalandise sur lequel vous souhaitez vous placer, ou hors thématique. Si, encore une fois, si je fais un site de référencement naturel et que 90% de mes liens proviennent depuis des sites soit de pornographie, soit de voyance, soit de casino, soit de thématiques qui ne sont pas forcément aimées par très mises en avant par les moteurs de recherche, ou depuis des sites de cafetières, c'est pas forcément très intéressant. Donc essayez de garder toujours des sources intéressantes et dans la thématique. Et deux derniers points sur lesquels il faut faire attention, le placement du lien. Un lien en haut de page aura forcément plus de poids qu'un lien en bas de page. Et la puissance de la source. Il vaudra effectivement mieux, quand c'est possible, chercher une source qui est déjà bien placée dans votre secteur d'activité, éventuellement, bien placée sur les mots-clés sur lesquels vous souhaiteriez également vous mettre, et qui est là depuis pas mal d'années, qui a un bon historique de positionnement. Voilà, ça aura forcément beaucoup plus de poids que si vous vous lancez depuis un site qui a moins d'un an, qui est déjà pénalisé en positionnement, qui a déjà des problèmes, et voilà. Donc essayez de regarder le placement du lien et la puissance de la source pour essayer de savoir un peu ce qui est le mieux pour votre site internet et ce qui est le mieux pour votre netlinking. Merci à tous d'avoir suivi le webinaire. On a encore une petite dizaine de minutes pour vos questions, donc n'hésitez pas dans le clavardage. Voilà. Sinon, je vous remercie d'avoir suivi le webinaire. Vous pourrez dans tous les cas voir le replay si vous souhaitez revoir la partie où je présente les différentes sources de liens. Encore une fois, c'est franchement pas une liste exhaustive, donc faites bien attention, ne partez pas que là-dessus. Et même dans cette liste-là, tout n'est pas forcément bon à lancer sans discernement, donc faites bien attention. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, peut-être à un prochain webinaire.
Merci à vous tous. C'est encore mieux. Maxime, donc votre question, si on recherchait des liens qui en plus apportent des visiteurs, c'est forcément un plus. Le meilleur lien, en dehors effectivement de son, en plus de son placement, de sa thématique et de choses comme ça, c'est effectivement celui qui vous apportera des visiteurs. Mais je dirais celui-là, enfin, il est entre guillemets tellement naturel à chercher. euh, Bien évidemment, si vous avez un blog très connu qui drague des milliers de personnes dans votre activité, bien évidemment, vous allez avoir envie qu'il vous fasse une pub. Mais voilà, là, on est même plus dans la publicité que dans le lien pur et dur. Là, aujourd'hui, ce que je voulais aborder, c'était plus la partie technique du lien, savoir ce qu'est un lien, une encre, le dofollow, le nofollow, et essayer de chercher les meilleures, enfin, des sources différenciées. Mais bien évidemment, si vous avez des sources qui peuvent vous apporter des visiteurs, les visiteurs seront en plus très qualifiés et c'est encore meilleur. Le lien pour le replay, je vais laisser Barbara répondre. De toute façon, il sera disponible sur WheezyShop TV, je sais pas, peut-être d'ici une semaine ou deux, je sais pas exactement quand est-ce qu'ils auront le temps de monter la vidéo. Bon, eh ben écoutez, merci à tous, merci d'avoir suivi ce webinaire. Peut-être un prochain, je ne connais pas encore le sujet pour le prochain, on va voir ça avec Barbara. Merci d'avoir suivi le webinaire. Et puis, peut-être à bientôt. Au revoir.